Le projet Pamir, une aventure scientifique au troisième pôle. Épisode 2 avec Tamara. Direction l'université de Fribourg pour aller interviewer Tamara, spécialiste du pergélisol. Installé confortablement dans le train et passant au-dessus du Lavaux, j'observe ce paysage que je connais par cœur. Entre les montagnes et le lac Léman, je ne me lasserai donc jamais de ce décor éblouissant. Alors je pense au Pamir. N'ayant vu que des photos de cette région, j'imagine le spectacle que peut offrir ce coin de la planète. Sauf que là-bas, contrairement à la Suisse, il n'y a pas de train ou de remontée mécanique pour monter les scientifiques au sommet des montagnes. En arrivant dans le bureau de Tamara, c'est donc une de mes premières questions. Comment font-ils pour se rendre sur le lieu d'étude au pied des glaciers ? Tamara nous raconte. En Tadjikistan, c'est très loin pour aller au Pamir. Genre le site le plus loin, je crois que ça nous prend 5 jours de voyage. Et puis du coup, on part depuis Dushanbe. On fait un premier stop quelque part à la frontière de l'Afghanistan en fait. Et puis du coup, après, il y a 400 km à la frontière de l'Afghanistan jusqu'à Khorok. Et puis là, on dort de nouveau. Et puis après, il y a encore plusieurs étapes jusqu'à ce qu'on est là. Je crois que c'est vraiment autour de 5-6 jours de voyage en voiture. Et puis après, on va le plus proche possible avec les voitures vers un glacier. Mais souvent aussi là, il n'y a pas vraiment de route. Du coup, on a toujours des 4x4, des bonnes voitures. Et puis au bout d'un moment où la voiture ne peut plus passer, on prend tout le matériel des voitures. Et puis souvent, on a des ânes qui vont après porter tout le matériel pour nous jusqu'au glacier parce que c'est trop pour nous-mêmes de tout porter, toutes les tentes. En effet, on peut dire que Tamara et son équipe ne voyagent pas léger. Entre la nourriture, le matériel scientifique, les tentes, de quoi vivre plusieurs jours en autonomie, cela fait beaucoup de logistique. Une fois arrivé sur place, il faut alors monter le camp de base. Les tentes pour dormir, la grande tente commune pour y cuisiner, manger et échanger. Le campement s'organise, chacun son rôle et ça y est, tout est prêt. Demain c'est le grand jour. Après tant de travail de préparation, il est enfin temps de commencer le terrain et de récupérer les données. C'est parti pour la science. Dans le cas de Tamara, elle étudie la glace qui est sous terre. À ces hautes altitudes, là où il fait froid, la terre est complètement gelée. On appelle ça le pergélisol, connu aussi sous le nom de permafrost. Mais alors, pergélisol ou permafrost ? Oui, mais en fait, je ne suis pas sûre parce qu'en français, souvent, on utilise aussi permafrost. Ou bien au moins dans les sciences, tu sais, quand je parle avec des francophones, ils disent aussi les deux. Bah, soit pergélisol, mais je crois permafrost, on peut aussi dire. Mais oui, c'est pergélisol en français, en fait, je crois, la vraie traduction. Mais ouais, c'est le sol gelé, en fait. Et puis, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de glace, genre un volume genre vraiment un pourcentage qui est un peu plus élevé. Ou bien ça peut être juste des sédiments, juste des couches de sol qui sont froides, qui sont moins que 0 degré. Du coup, il y a des différents types de permafrost. Et puis nous, ce que nous on fait, ce sont des méthodes qui nous permettent de créer comme une image du sous-sol. Du coup, on peut créer après, à la fin, j'ai comme une image qui peut me dire combien de glace est-ce qu'il y a, mais aussi combien de roches, ou bien combien d'eau, combien d'air, parce qu'il y a toujours un mélange entre des différentes matières dans le sous-sol, justement terre, glace, eau, et puis un peu d'air en fait. Et puis ça nous permet de savoir est-ce qu'il y a du permafrost ou pas déjà. Du coup, on ne sait pas vraiment dans la région où exactement ça commence, à quelle altitude par exemple est-ce que ça commence d'être gelé le sol. Et puis aussi combien de glace, genre combien de pourcentage de glace est-ce qu'il y a, parce que ça c'est important aussi après si on parle de hydrologie, genre de pouvoir estimer combien d'eau en fait est-ce est contenu dans le sol, parce qu'on ne le voit pas en fait. Du coup, vu qu'on ne la voit pas, on doit utiliser ces méthodes qui nous permettent de créer cette image du sous-sol. Et puis aussi pour la distribution du permafrost, aussi cet aspect des dangers naturels, on essaye de comprendre un peu mieux où c'est distribué pour aussi avoir une meilleure idée de comment ça pourrait changer ou bien comment ça pourrait affecter les dangers naturels aussi dans la région.
En effet, le pergélisol est comme le béton d'une montagne. À cause du réchauffement climatique, si le pergélisol vient à fondre, alors le sol devient plus mou et instable, ce qui peut avoir de grandes conséquences pour les habitants du Pamir. Le risque d'éboulement ou encore une maison construite sur un sol qui devient de plus en plus mou a de grandes chances de s'effondrer. De plus, la fonte de pergélisol peut aussi libérer des gaz à effet de serre. Il est donc important de savoir où se situe le pergélisol, à quelle altitude et la quantité de glace présente. Mais concrètement, on fait comment pour mesurer le pergélisol ? On a deux différentes méthodes qu'on utilise. On plante des électrodes, on a un profil, on plante des électrodes partout. Et puis après, on injecte un courant dans le sol. Et puis avec la machine qu'on a, ça enregistre après la résistivité dans le sol. Et puis les différents matériels, la glace par exemple, a une très très haute résistivité parce que ça bloque le courant. Et puis l'eau, par exemple, ça a une très basse résistivité parce que le courant, il aime bien l'eau, du coup, ça va passer facilement dans l'eau. Et puis du coup, ce qu'on a, en fait, c'est pas une image directement qui me dit « Ah, ça c'est glace, ça c'est eau, ça c'est roche », mais on a des différentes résistivités qu'on peut attribuer à des différents matériaux après, justement. Et puis la deuxième méthode qu'on utilise, c'est la sismique. Et puis là, on tape avec un gros marteau, on crée des ondes sismiques dans le sol. Et puis aussi, les ondes sismiques, ça se distribue, c'est plus rapide ou moins rapide par rapport à ce que tu as dans le sous-sol. Et puis aussi là, il y a des valeurs spécifiques qui peuvent être attribuées à la glace, par exemple, si c'est telle et puis telle vitesse d'onde qu'on mesure, en fait, ça peut être la glace. Tamara fait partie de la première équipe scientifique de l'histoire, avec un grand H, à réaliser des études sur le permafrost dans la région du Pamir. Alors merci Tamara et bien du succès pour la suite de tes recherches. Prêt pour la suite ? C'est parti.